Bonjour à tous. Désolé pour ce démarrage un petit peu tardif. J'ai l'immense honneur d'introduire Sun qui va nous présenter Java dans Kubernetes. Euh, Pour les nuls. pour les nuls. À la fin, il nous restera sans doute un petit peu de temps pour des questions-réponses. Merci à tous et à tout de suite. Ouais, alors juste pour, avant de commencer, alors, moi j'avais essayé ce talk pour 60 minutes, donc malheureusement j'ai dû zapper quelques démos, voire toutes les démos. Mais, vous pouvez retrouver, enfin, on va voir en fait sur ce GitHub là, j'ai mis toutes mes démos et on va les voir pendant la présentation. Donc je vais pas les jouer en live parce qu'on va perdre du temps, mais voilà. Et du coup, je vais zapper ma présentation de moi. Je vais me présenter à la fin, comme ça on gagne du temps et on peut commencer. Alors, je pense que vous avez vu le titre, hein. Donc, moi, je pense que vous vous intéressez à Kubernetes, c'est vrai? Levez la main qui s'intéresse à Kubernetes. Et je pense que parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de Kubernetes, enfin, mais qui ne sont jamais essayés. Mais ils en ont entendu parler dans les talks et tout. C'est le cas ou pas? Ouais, je regarde quelqu'un. Ah, il y en a d'autres qui sont qui ont peut-être déjà utilisé Kubernetes. Oui. Mais ils ne sont pas prêts à passer en production. Levez la main, levez la main. Alors, en fait, il reste une dernière catégorie, c'est vous avez déjà vos applications Java dans. Ouais, je présume que vous êtes des Javaïstes. Non, vous avez déjà vos applications Java dans Kubernetes, mais vous êtes juste curieux. Donc normalement c'est le reste. Hein. C'est pas vraiment ça, mais ok. Bon, dans tous les cas, je pense que vous avez tous vu ce type d'infrastructure. Alors moi, j'ai vu ça en vrai il y a à peu près 6 ans, avant de rejoindre Red Hat. En gros, on avait une application Java et on les déployait dans des serveurs d'appli Tomcat. Et donc, on avait 2 Tomcat dont la charge était répartie grâce à un load balancer reverse proxy qui était en front. Et ces 2 Tomcat tapaient sur une base de données MySQL. Ok. Qui était aussi alors là, je suis plus très sûr parce que je commence à être un peu vieux et ça fait longtemps, donc je suis pas très sûr si c'était en actif master slave. Ah non, j'ai pas le droit de dire master. Ouais, bref, je sais plus si c'était synchronisé comme ça ou si c'était tapé sur les deux en même temps, je sais plus. Mais en tout cas, c'était à peu près comme ça. Et je pense que ouais, on est d'accord, on a tous vu ce type d'infra. Hein. Il y en a qui l'ont déjà vu ou ouais, ouais. Et toujours maintenant? Aujourd'hui? Ah ouais? Ah putain. Et souvent, en fait, il y a la production et il y a aussi la pré-prod. La pré-prod, en fait, c'est à peu près la même chose, mais sauf ça coûte cher quand même une machine. On va mettre juste, un Tomcat et puis on va juste mettre aussi un MySQL parce que ça coûte cher. Et enfin, c'est pas fini. Hein. On a les développeurs. Les développeurs, on a tous notre serveur d'appli installé sur notre machine. Avec notre Eclipse ou IntelliJ, et on va tous se connecter sur la même base de données MySQL qui est partagée. Moi, j'ai connu ça il y a 6 ans, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et souvent, enfin, en tout cas dans mon cas, nous on avait donc un projet qui était comme ça, mais ce projet-là, en fait, on pouvait il était customisé pour chaque client. Et donc, pour chaque client, c'était un peu différent. Donc là, je vous ai montré 4 clients. Et donc, l'infra donnait à peu près ça. Sauf que moi, j'en avais 10 à maintenir. C'était l'enfer. Et en fait, c'est un peu plus ce bordel parce que là, je vous ai montré donc les Tomcat, là, des développeurs, ils utilisaient une base de données MySQL, alors qu'en fait, nous, on utilisait la même base de données MySQL pour tous les clients en développement. Donc, c'était encore plus le bordel. Oui, c'est vrai. Ouais, il y en a qui l'ont déjà vécu. Hein, ouais. Ah ouais, donc, effectivement, il y a plein de soucis. Moi, les gros problèmes en fait, que j'ai eu, parce que
quand on déploie une application en fait, dans ce type d'infra, ça peut être très simple, c'est-à-dire qu'on va mettre le jar ou le war dans un dossier FTP et ça va directement se déployer. Sauf qu'un jour, on va me dire « Ah, mais non, mais Sun, il faut mettre aussi le jar, le driver JDBC, le jar, là, il faut le mettre dans le dossier Tomcat, ce dossier-là, sur chaque machine. Et là, il faut créer un ticket chez l'hébergeur. Bonjour, je voudrais mettre ce fichier-là. Et une autre fois, il faut mettre à jour le schéma de base de données. Et là, on va dire, ah bah, il faut encore créer un ticket. Bonjour, je voudrais mettre à jour la base de données. Et bien sûr, ça ne marche pas parce que notre hébergeur, ben, c'est un monsieur comme nous, et il fait des erreurs. Deuxième, un jour, en fait, notre application, en fait, elle se reçoit en fait, un pic de connexion. Parce qu'il y a l'annonce de la Ligue des Champions, en fait, qui est donc l'ouverture des places pour le prochain match de Ligue des Champions. Et du coup, on va imaginer que c'est un truc de booking pour des billets de... Et d'un seul coup, il y a plein de personnes qui se connectent en même temps sur une des applis. Et là, on voudrait rajouter une machine en plus pour prendre la charge. Ben ouais, c'est pareil, hein, il faut créer un ticket. Et là, c'est encore pire parce que le mec... Pardon, je suis un peu familier. Le mec, il va arriver et il va dire je vais dupliquer la machine. Donc, c'était une CentOS 5.4. Alors, je vais provisionner une CentOS. Ensuite, je vais installer MySQL. Ensuite, je vais installer le Tomcat. Et forcément, bizarrement, le Tomcat, il ressemble pas du tout. L'application, le troisième nœud ne ressemble pas du tout aux deux autres. Bizarrement. Et en plus, c'est super dur à maintenir. Et en plus, vous perdez du temps parce que il a mis une journée pour le faire. Et qu'entre-temps, on n'a plus besoin de cette machine. Et heureusement, moi, j'ai entendu parler de Kubernetes. C'est un truc super hype. Tout le monde en parle. Ça fait de l'infrastructure as code. Vous allez pouvoir scaler. C'est génial, quoi. Ouais, c'est génial. Mais, votre manager, il revient vers vous et vous dit mais pourquoi changer? Sun, pourquoi tu veux changer? Ça marche? Bah ouais, ça marche, oui. Et puis en plus, tu connais pas Kubernetes. Quand même tu vas avoir beaucoup de choses à apprendre. Ça va être super compliqué. Donc, Sun, il laisse tomber, quoi. Il laisse tomber Kubernetes. Heureusement, j'ai un ami développeur qui s'appelle Sponge, Bob l'éponge, pardon. J'ai pas trouvé qui a pu dire cette expression. Peut-être ceux qui font un peu de MVP, minimum viable product, peut-être qu'ils connaissent. Donc c'est Bob l'éponge. On va dire que c'est Bob l'éponge qui dit ouais. Alors tu peux commencer petit et ensuite itérer pour progresser. Voilà. Et donc par exemple, ce que tu peux faire, Sun, tu peux apprendre d'abord les conteneurs, parce que dans Kubernetes, il y a les conteneurs, et tu peux l'utiliser par exemple pour ton environnement de développement. Et une fois que tu auras fait la main dessus, tu pourras peut-être passer d'un niveau et apprendre plus de choses sur Kubernetes. Et donc, des conteneurs. Comment je pourrais l'utiliser? Je reviens là. Moi, j'ai plusieurs cas d'utilisation de conteneurs. Est-ce que j'en parle maintenant ou après? Si, ouais, je vais donner des exemples. Moi, j'utilise les conteneurs pour mes devs. Par exemple, si j'ai besoin d'une base de données MySQL et j'ai pas MySQL d'installer sur ma machine, c'est facile. Je récupère une image MySQL sur Docker Hub, je la lance et ça marche. Pareil pour mon Tomcat. D'ailleurs, ça sera la démo que je ne vais pas pouvoir vous la jouer, mais je vais vous la montrer quand même. Je n'ai pas de Tomcat sur ma machine, mais je vais pouvoir quand même récupérer un conteneur et l'utiliser.
Et un exemple encore plus concret qui n'a rien à voir avec le développement. Un jour, en fait, je voulais splitter une vidéo. Parce qu'en fait, moi, j'ai des disques durs qui sont formatés en FAT32. Et je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous formatez en FAT32, vous pouvez pas mettre des fichiers de plus de 4 gigas. Et sauf que moi, j'avais une vidéo qui faisait plus de 4 gigas que je voulais mettre sur ma télévision. Et donc, je voulais la splitter. Sauf que je voulais la splitter par chapitre. Et moi, j'utilise FFmpeg pour splitter mes vidéos. Et sauf que dans la version d'Ubuntu que j'avais, avec FFmpeg, j'arrivais pas à splitter les vidéos par chapitre. Et c'était seulement sur la version d'après de FFmpeg, qui était disponible dans la version d'Ubuntu qui était supérieure, que cette option était disponible. Et évidemment, je ne voulais pas réinstaller la nouvelle version d'Ubuntu et tout casser mon environnement. Et donc, j'ai utilisé Docker. Donc, j'ai fait en une de commande, en fait, j'ai installé en fait FFmpeg. J'ai récupéré la bonne image d'Ubuntu version supérieure. J'ai installé la bonne version d'FFmpeg et j'ai fait mon split de vidéo. Et ensuite, j'ai jeté l'image. Et voilà. Donc, souvent, en fait, on va vous présenter les conteneurs et Docker de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, on avait des applications qui tournaient directement sur votre machine, sur votre OS. Ensuite, il y a eu une tendance, c'est d'utiliser des VM, des machines virtuelles, où l'idée, c'était d'émuler une machine avec un système d'exploitation complet et de faire tourner vos applications dessus. Les conteneurs, en fait, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire tourner les applications sur la machine, mais cette application va avoir l'impression de tourner dans sa propre machine. C'est-à-dire que le processus va tourner sur la machine principale, mais elle aura l'impression d'être complètement isolée. C'est-à-dire que l'application, par exemple, qui se trouve à droite, ne va pas voir celle qui se trouve à gauche. Elles seront complètement isolées. Et les avantages de ça, c'est que c'est super léger comparé aux machines virtuelles. C'est que c'est super léger. Et c'est souvent en fait les avantages qu'on va vous présenter des conteneurs. Sauf que les conteneurs, en fait, ça existe depuis super longtemps et c'est pas nouveau. Alors que pour moi, en fait, ce qu'a apporté en fait Docker, pourquoi Docker a eu un tel succès, c'est pour ça, le Dockerfile en fait. En fait, on a un Dockerfile qui décrit comment construire une image. Vous allez utiliser ensuite donc Docker pour bider cette image-là, en générer un binaire, qui sera donc le binaire de votre image. Ensuite, vous allez la pousser dans une registry qui va vous permettre donc de partager cette image soit entre développeurs, mais aussi avec votre production. Et pour moi, ça, c'est le gros plus de Docker. Je vais vous montrer un slide juste après. Et vous allez voir, c'est un peu différent, sauf que c'est le cycle de vie d'une application Java. On part des fichiers Java, donc .java, .xml, etc. On va bider avec Maven, Gradle. Ensuite, on va pousser ça sur un Nexus. Et enfin, on va déployer ça sur une JVM. Et vous voyez que ça se ressemble quand même vachement. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est la grosse force de Docker, c'est qu'elle suit le même life cycle qu'une application classique Java ou même autre. Et le gros avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir utiliser tous les outils ou toutes les bonnes pratiques que vous avez en tant que développeur. Donc votre Dockerfile, vous allez pouvoir le mettre dans Git. Ensuite, vous allez pouvoir faire intégrer votre build dans une chaîne d'intégration continue et le déployer avec votre CI/CD
et faire des tests, etc. etc. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la grosse plus-value de Docker. Alors, live démo rapidement. Donc dans ce GitHub, je vous ai partagé, donc c'est vraiment un tutoriel de A à Z. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une application Java, ici, là. Et on va donc la compiler avec Maven clean install. Alors, il paraît qu'il ne faut pas faire clean, mais Maven install. Et donc, ça va vous générer un fichier WAR dans le dossier target. Et ensuite, on va utiliser un Dockerfile que j'ai là. Est-ce que je l'ai mis sur le côté? Oui. Ce Dockerfile est tout simple. Il va prendre en fait un Tomcat et il va vous ajouter le WAR dedans. OK. Donc, on va le builder et on va pouvoir le lancer directement avec cette commande-là. Et là, c'est un peu de la magie parce que vous n'avez pas besoin d'avoir Tomcat d'installer sur votre machine et ça va marcher. OK. Ensuite, dans cette démo, je vous montre autre chose. C'est l'aspect un peu conteneur, c'est-à-dire que quand vous allez faire un Docker un PS normal sur votre machine, vous allez retrouver plein de process, mais également le process Tomcat qui a été démarré dans votre conteneur. Donc là, on est vraiment dans votre machine. Et si vous faites la même chose dans le conteneur, là, vous allez voir seulement le process de votre application Java. Donc ça montre un peu l'isolation qu'il y a entre conteneur et par rapport en fait à la machine hôte. Et là, on applaudit parce que cette live démo était sensationnelle. Il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu d'effet démo. Waouh, bravo. Alors, donc il y a un problème avec Docker, c'est super. Il y a un petit problème, c'est que on est sur la même machine. Donc on fait tourner tous ces conteneurs sur la même machine. Donc il y a un truc qui s'appelle Docker Compose, où vous pouvez en fait refaire à peu près ce que vous aviez ici. Là. Au départ, ouais. Ce que vous aviez là en production. Ça, on peut le refaire avec Docker Compose à peu près. Mais par contre, ça tourne sur la même machine. Donc, je reviens sur le bon slide. Et c'est pas super top hein, parce que si vous voulez scaler, si vous mettez tout sur la même machine, à un moment donné, il n'y a plus assez de RAM, il n'y a plus assez de, surtout avec Java, il n'y a plus assez de RAM, il n'y a plus assez de ressources quoi. Et faudrait en fait pouvoir mettre ça sur d'autres machines. Et c'est là que Kubernetes entre en jeu. Kubernetes, on va vous dire que c'est un orchestrateur de conteneurs peut-être. Je pense que c'est la bonne définition. Hein. L'idée de Kubernetes, c'est de dire voilà, moi je mets dans des fichiers YAML comment doit ressembler mon architecture. Donc moi je voudrais en fait donc 2 Tomcat, un load balancer et puis 2 MySQL. Et là vous allez pouvoir décrire ça dans un fichier YAML. Et vous allez utiliser la commande magique kubectl apply-f votre fichier YAML. Et par magie, Kubernetes, lui, il va avoir plusieurs machines à disposition. Et par magie, il va créer les conteneurs et il va les répartir sur les différents nodes. Et c'est magique, ça marche. C'est trop bien. En fait, pour moi, donc ça c'est ce qu'on va vous dire. Pour moi, Kubernetes, c'est avant tout une base distribuée, une base de données distribuée YAML. Et qui a déjà entendu cette définition de... Non? Vous n'êtes pas convaincu. Hein. Mais si. Si. Donc c'est une base de données, on va pouvoir stocker des objets qu'on appelle ressources, qu'on va pouvoir créer, modifier, supprimer, et on va les stocker ça dans des espèces de buckets, ça s'appelle namespace.
Et c'est une base de données distribuée, donc YAML. Il y a même, donc deuxième live démo en live. Donc vous allez pouvoir créer votre namespace, c'est une espèce de bucket, switcher d'un namespace à un autre. Vous allez pouvoir définir des objets qui vont suivre un certain schéma, comme dans une vraie base de données. Donc là, par exemple, c'est un objet qui est très simple, qui s'appelle Hello Resource. Et dans cet objet, vous allez pouvoir mettre un champ qui s'appelle Hello de type string. Et donc, vous allez pouvoir, grâce à ce schéma, créer des objets Hello Resource avec un nom et les données qui suivent le schéma. C'est une base de données YAML distribuée. Mais oui, c'est ça. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Hein. C'est une base de... la différence avec une base, enfin, c'est pas juste une base de données distribuée en YAML. C'est beaucoup ça, parce que en plus, vous avez ce qu'on appelle des contrôleurs, donc Kubernetes. Les contrôleurs, ils vont écouter les modifications, la création et modification et suppression de nos ressources, donc et ils vont en faire quelque chose. Après, ça dépend du contrôleur, il peut faire plein de choses. Il va essayer de faire en sorte que ce que vous avez défini dans vos ressources fasse le job. On peut imaginer que dans mon objet ressource, Hello Ressource, j'ai un contrôleur qui va afficher, tu m'as perturbé, qui va afficher, qui va envoyer un email, voilà, à tout le monde, hello quelque chose. On peut imaginer ça ou pas. Mais il se trouve que par défaut, dans Kubernetes, vous avez des types de ressources qui sont prédéfinis et qui vont vous permettre de gérer des machines des conteneurs dans un cluster. Et pour moi, ça c'est le truc, c'est par défaut parce que la plateforme en fait, elle est super extensible en fait. On peut faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec la gestion de machine. Mais par défaut, c'est fait pour ça. Donc vous allez avoir, alors j'ai mis quelques types de ressources que vous allez pouvoir créer. Il y a le pod. Le pod, en gros, c'est un ou plusieurs conteneurs qui vont se partager le même espace d'adressage réseau et aussi des volumes. Vous avez le déploiement. Le déploiement, c'est un truc un peu plus complexe. C'est une composition de pods. Aussi, on peut définir le nombre de pods qu'on veut déployer et également les ports qu'on veut exposer dans ce déploiement. Et vous avez aussi, par exemple, l'objet, les ressources de type service qui vont permettre de faire la connexion entre différents pods. Par exemple, un pod doit parler à un autre, il faut qu'il y ait un service entre les deux. Ingress, c'est pour avoir en fait un contrôle au niveau du nom de domaine et aussi des chemins de votre application et pouvoir les répartir sur différents services et pods. Donc c'est une petite parenthèse. 3 minutes, voilà. Mais finalement, ça ressemble à ça. Donc l'utilisateur, il va créer des ressources, il va définir en fait ce qu'il veut dans le champ spec. Ensuite, il y a le contrôleur qui va récupérer ces informations-là. Il va faire quelque chose avec. Par exemple, avec le pod, si vous créez une ressource pod, il va créer en fait des conteneurs quelque part. Et le contrôleur va revenir dans la ressource avec le statut. Je vous ai mis quelques commandes. La commande la plus importante à connaître, c'est kubectl apply-f. Et la démo, on va la faire très vite parce que j'ai. Alors, j'ai un YAML. J'ai un YAML, il est où? Ah, il est là, kubernetes.yaml. Hop.
Live démo, je mets, donc là c'est un déploiement. Je lui dis qu'il faut qu'il me déploie en fait ce conteneur-là, le conteneur qu'on a buildé avant. Je voudrais 10 instances de ce conteneur. Et j'ai un service là, le Tomcat. Et puis donc j'utilise ma super commande kubectl apply. Je suis bien là, voilà. Et ensuite je peux accéder à l'application ici. Ensuite je fais un ingress, mais je vais passer ça parce qu'on n'a pas le temps. Et donc voilà. J'ai pas fini encore, bien sûr. Où est-ce que j'en suis? Ah, ça, oui. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du slide de départ, c'était ça. Et finalement, ce qu'on a là, maintenant, avec Kubernetes, c'est trop bien, on a ça. Donc, vous partez de votre fichier, de vos fichiers sources, de votre application, vous faites un maven package, vous avez votre application en war jar, vous avez un Dockerfile, vous allez faire un Docker build pour créer une image Docker. Et ensuite, vous avez aussi des YAML Kubernetes et vous allez faire donc un Kubernetes apply pour générer donc déployer l'application en prod. Moi, je sais pas, mais moi, ça me semble compliqué. Hein. Et heureusement, en Java, on a un outil qui s'appelle le Gcube qui va vous simplifier beaucoup les choses. Il suffit de rajouter dans son POM XML ou si vous êtes sur Maven et dans Gradle le petit plugin qui va bien. Et ensuite, vous avez quelques commandes pour builder votre image container et générer vos ressources Kubernetes et déployer tout ça sur Cube. Sachant que Gcube, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va autodétecter votre application. Il va voir si c'est votre application, c'est un Spring Boot, un Quarkus, un Tomcat ou autre chose. Et il va vous générer des choses par défaut, une image par défaut et des ressources Kubernetes par défaut que bien sûr vous allez pouvoir customiser si besoin. Et donc le résultat avec Gcube, c'est beaucoup plus simple. Ça donne ça. Donc on passe juste par Maven et on génère donc les conteneurs et on déploie ça aussi sur Kubernetes. Et bravo. Je vais terminer sur ça. Voilà, c'est trop bien. J'ai plus le temps, c'est ça? Et non, malheureusement, tu n'as plus le temps. Merci beaucoup, Sun. On va enchaîner dans 5 minutes environ avec la problématique des coûts d'hébergement. Ce sera dans cette salle-là, dans 5 minutes. Merci et un tonnerre d'applaudissements.